Salut les devins, c'est Saikyo et bienvenue pour mon résumé complet en français du chapitre numéro 16 de Boruto to Blue Vortex. Je vous demanderai un maximum de pouces bleus, cette vidéo va sortir très tardivement en pleine semaine, c'est vraiment pas du tout l'idéal pour le référencement et tout ça sur YouTube. Votre aide me serait plus que précieuse. Le chapitre a pour couverture le personnage de Ada/Eida et porte pour titre la singularité du destin, voire peut-être destin tout court. Ça dépend un petit peu des traducteurs. Dès le départ, ça commence fort, avec Kashin Koji et Boruto. Quelque temps après s'être rencontrés, ce n'est pas expliqué tout de suite, mais nous avons affaire à une vision de Ada, dans le présent, qui visionne ce qui s'est produit il y a de cela quelque temps. Une année en arrière à peu près. Kashin Koji fait un point avec Boruto sur les rouages du Hiraishin no Jutsu, la technique du dieu du tonnerre volant, créée à l'origine par son grand-père Minato, que nous apercevons sous forme de représentation au cœur du chapitre pour faire un parallèle avec son petit-fils. Les deux se sont exercés à la technique. Kashin Koji ne révélera qu'après que Boruto l'ait apprise que le Hiraishin no Jutsu a été inventé par son grand-père, mais attribuera tout de même les honneurs à Boruto. Il l'a en quelque sorte réinventé, sans même avoir acquis les bases de son grand-père. Il nous expliquera également que c'est un ninjutsu spatio-temporel qui, en plus de la capacité à voler, fait partie des capacités de base du peuple Otsutsuki. On apprend un détail important, le métal est un parfait conducteur du chakra. Sera pris l'exemple de l'épée de Boruto, nous indiquant qu'elle fait partie des objets qui peuvent servir au Hiraishin no Jutsu, expliquant donc pourquoi il y a de cela quelques chapitres en arrière, lorsque Boruto était captif de Konoha, il a pu retourner directement là où se trouvaient ses affaires, alors qu'il n'avait pas posé de marque. Son épée est une sorte de marque constante. De plus, pour pouvoir se repérer, aller au-delà de son champ de vision par exemple, il va attribuer du chakra à des objets de diverses formes et mémoriser là où il a pu les répartir. Ainsi, en percevant le chakra, il percevra la forme de l'objet et arrivera à se repérer, car en soi, il n'est pas vraiment en mesure de savoir si le chakra se trouve plutôt au nord, plutôt au sud. Il a besoin de repères supplémentaires. Il a réinventé la technique de son grand-père et l'a perfectionnée. Kashin Koji expliquera qu'au plus loin Boruto cherche à se téléporter, le plus dur sera l'exécution de la technique. En tout cas, Boruto est confiant. Kashin Koji insiste sur l'importance de l'entraînement et bien qu'il ait pu lui transmettre tout cela en un court laps de temps, ayant permis à Boruto de prendre un gros raccourci sur le chemin que Kashin Koji avait entrevu à la base, Boruto a coupé court au travers de sa destinée, de par ses connaissances, encore et toujours de par son entraînement. Il faudra qu'il soit encore plus dur, encore plus appuyé pour maîtriser de telles techniques. Kashin Koji coupera court à l'une de mes récentes vidéos concernant la transmission d'informations à Gaara et Sasuke. Il ne mentionnera pas ces deux ninjas de légende, mais mentionnera l'intégralité du reste du monde. Boruto pensera comme moi en fait. Kashin Koji, tu as une telle habilité, pourquoi ne pas partager tes infos avec plus de monde? Tout le monde pourra s'entraîner un petit peu comme un Mirai Trunks dans Dragon Ball qui prévenait pour les cyborgs. Cela n'est pas effectif dans Boruto car, paradoxalement et même ironiquement tel que le dit Kashin Koji, plus il préviendrait de monde, au plus le futur changerait de manière drastique. À partir du moment où tu sais quelque chose, tu n'agiras plus de la même sorte. En conséquence, le futur devient de plus en plus complexe, de plus en plus de branches potentielles se forment et les prédictions du futur qui se produira, l'unique, deviennent terriblement compliquées. Si Kashin Koji prévenait tout le monde, utiliser le Jipo, les 10 chemins pour lire l'avenir, serait inutile. Le fait de savoir permet de s'armer en préparation. Mais si Kashin Koji reste si discret, c'est car avoir autant de connaissances détruit le futur distant, en tout cas sa perception. Au plus tu reçois d'informations sur le futur, au plus le futur qui se produira déviera de celui qui a été prédit par Kashin Koji et tu deviens une singularité du destin, une sorte d'entité qui évolue à part. Nous en connaissons d'ores et déjà deux, Kashin Koji et Boruto. Leurs deux destins ont complètement dévié, ne sont par définition donc plus réellement prévisibles, ou du moins cela s'accompagne de son lot de complexité. Kashin Koji et Boruto sont donc chargés d'une tâche. Au cours de cette discussion, Kashin Koji est conscient que Ada, plus tard, pourra visualiser et entendre cette dernière. Il lui parlera directement. Avec un an de décalage, il lui dit « Je sais que tu es capable d'accéder à ces infos et tu finiras par nous rejoindre, Ada. » Cette dernière a bel et bien vu la situation via le Senrigan et s'interroge sur la notion de singularité du destin. Cette scène des plus intéressantes va s'estomper pour laisser place à une discussion entre Sarada, Sumire et Ada. Daemon est présent, il tendra l'oreille parfois mais ne prendra jamais la parole. Ne passons pas par quatre chemins,
La discussion s'étend en longueur pour pas grand chose de croustillant. On creusera un peu plus les émotions des personnages, notamment de Sumire, et une forme de rivalité / jalousie vis-à-vis de Sarada va s'instaurer. Boruto va devenir un point central de la discussion, et alors que Sarada tente de mettre en place les plans les plus pragmatiques et logiques pour le sauver, Sumire va tenter de mettre le holà à tout ça et va se demander si elles n'en font pas un petit peu trop. Elle sera cryptique et finira par avouer le fait qu'elle a des sentiments, qu'en premier lieu elle a de l'empathie envers Boruto, qu'elle essaye de comprendre et de ressentir ce que lui-même ressent, mais qu'elle-même apprécie beaucoup Boruto. Et ces tournures de phrases nous font comprendre qu'elle aimerait probablement entamer un début de relation avec lui. Tout au long de cette discussion, Sarada n'appellera pas Sumire par son nom, mais l'appellera délégué de classe, chose qu'elle fut il y a de cela bien longtemps, mais qui n'a plus vraiment lieu d'être. Au cours de cette discussion, Sumire mettra l'emphase sur le besoin de prendre en compte les émotions, de ne pas négliger celles de Boruto, celles de chacun, y compris Sarada, mais aussi de ne pas négliger celles de Sumire elle-même. En ce sens-là, en se faisant appeler constamment délégué de classe, chose qu'elle n'est même plus, il y a comme une forme de dénigrement à son égard. Sumire est convaincue que Sarada est consciente des sentiments qu'a Sumire envers Boruto, et elle a donc très mal pris la fois où Boruto est revenu à Konoha et que Sarada, sous ses yeux, sachant que Sumire a de l'affection pour Boruto, s'est tout de même jeté dans les bras de Boruto pour lui faire un câlin de retrouvailles. Sumire s'est retrouvée dépourvue par rapport à cela, forcément un minimum jalouse et blessée, et elle lui partage clairement ce reproche-là. Elle ne l'attaque pas, mais lui fait remarquer à quel point cela était maladroit, qu'il n'y a eu aucune considération envers la manière dont Sumire pouvait se sentir. Ada est en train comme de regarder une TV novelas. C'est nouveau pour elle, c'est bizarre, mais en même temps elle apprécie tellement voir ce drama qui a lieu devant elle entre Sarada et Sumire. Cette dernière coupera court à la discussion. Elle avait besoin de faire ressortir cela, mais elle comprend et réalise que ce n'est pas le bon moment pour en discuter et s'en ira en courant. Sarada tentera de la rattraper et l'appellera à nouveau délégué de classe. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Sumire apparaît comme plus froide, plus énervée et lui demande « Combien de temps vas-tu m'appeler encore comme cela ?» Sarada sera comme pétrifiée et d'après ses airs de visage sera en pleine remise en question. Pas le temps pour ses fioritures car Shikamaru appelle Ada. Il veut discuter directement avec elle tandis que les anciens de Konoha discutent entre eux de leur besoin de tuer Boruto. Ça aura probablement une influence sur la suite de l'histoire, mais ils mettent tellement de temps à démarrer, ces vieux commencent tout de même à nous courir sur le haricot. Ada et Shikamaru se rencontrent. Ce dernier admettra tout de même qu'il est préférable pour lui de communiquer avec elle à distance, car de par son pouvoir d'attraction, il se sent moins bien lorsqu'il est face à face et doit lui parler directement. On sent qu'il a l'esprit fort, qu'il garde le dessus, tout comme vis-à-vis de l'omnipotence et son association récente avec Boruto. Enfin bon, c'est quand même de nombreuses attaques entre guillemets psychologiques via le chakra auxquelles il résiste tant bien que mal. La discussion aura quand même lieu face à face, ou du moins côte à côte. Ada collabore avec Shikamaru. Elle lui fera d'ailleurs l'aveu du fait qu'elle préfère que Shikamaru soit bien. Le statut qu'il lui accorde au cœur de Konoha arrange Ada et elle lui confirme qu'un nouveau Shinju est apparu. Son nom est Ryu et il est basé sur le jeune gars du sable, donc Shinki. Sa cible est le Kazekage, Gaara, et il pourra le déceler car il possède des pouvoirs extrêmement similaires à ceux de Shinki. Ayant apposé le sceau, Ryu pourrait le défaire. À ce stade-là, Shikamaru décide d'envoyer une équipe directement au village du sable. Sinon Gaara sera en danger de mort. Il veut mettre en place une mission urgente. Ada précisera tout de même que ces informations ont un petit délai, un temps. Elle n'utilise plus totalement ses pouvoirs en quelque sorte, plus avec la même amplitude, plus aussi longtemps, car elle a été comme attaquée au cœur de ce pouvoir-là par Ego Bug. À chaque fois qu'elle essaye de regarder quelque chose avec son Senrigan, il arrive ce type-là dans ses visions. Et elle ne sait pas ce que cela donnerait si elle continuait à le regarder face à face sans estomper les effets de son pouvoir. Sous-entendu, peut-être arriverait-il à interagir avec elle. Shikamaru comprend et est quand même réjoui d'obtenir des informations de sa part. Ada est consciente que Shikamaru s'est rabiboché avec Boruto, qu'il a utilisé Mitsuki pour le libérer. Shikamaru niera, sans mauvais jeu de mots d'ailleurs par rapport à son nom de famille. Elle lui dira de ne pas s'inquiéter car elle aussi veut le bien de Boruto. Cela dit, il faudra rester discret vis-à-vis de l'alliance entre le fils de Naruto et Kawaki, les laisser agir, ne pas se mettre en travers de leur chemin. Vient alors la discussion concernant l'allié de Boruto. Shikamaru a remarqué qu'il y avait une grenouille qui collaborait avec Boruto et selon Shikamaru, ça lui rappelle Kashin Koji, le clone de Jiraiya. C'est alors que nous parvient Philibert. Bon, ils l'ont pas nommé à l'intérieur de l'œuvre, mais les fans lui ont donné ce petit surnom que j'apprécie beaucoup, la grenouille de Kashin Koji. Elle était planquée dans les cheveux de Ada. Il n'a pas trop le temps et va donner seulement les grandes lignes à Shikamaru
Shikamaru qui est choqué. La grenouille était là en pleine écoute et il va dire à Shikamaru d'envoyer Sarutobi Konohamaru, Uchiwa Sarada et Mitsuki au pays du vent dans la mission de secours de Gaara. Pas plus, pas moins. Il précisera que Ryu, Shinju ou bien Matsuri, Ego Moegi donc, apparaîtra en ces lieux, sera leur adversaire, potentiellement les deux en même temps. Mais en tout cas, leur équipe, cette nouvelle Team 7 réduite, travaillera de concert avec deux ninjas du village du sable. Shikamaru, vous vous en doutez, va en savoir plus, mais la grenouille / Kashinkoji précise, acte le fait qu'il n'en dira pas plus et qu'il doit tout faire pour motiver cette équipe-là à partir là-bas dans ces conditions. Évidemment, nous le comprenons conformément aux visions de Kashinkoji. Concernant Uzumaki Imawari, la sœur de Boruto, elle doit rester absolument à Konoha. Elle est la cible de Jura. Si elle reste au village, sa sécurité est garantie. Si elle le rencontre, Jura en dehors du village, elle mourra, c'est certain. Le village de Konoha est plutôt sécurisé car Jura considère ce lieu comme un haut lieu de savoir. Il ne veut donc pas se battre à l'intérieur, il le considère ce village comme de haute valeur et ne veut pas le détruire. Si jamais Jura venait à apparaître de nouveau au village de Konoha et qu'il se rendait à l'intérieur d'une librairie, Shikamaru doit informer les propriétaires de ces boutiques de traiter Jura comme un client de première classe. Et tout se passera bien. Shikamaru croit une blague, mais Kashinkoji est très sérieux. Il ne faut jamais l'attaquer, rétorquera Kashinkoji, c'est le plus important. Car si jamais Jura se mettait en rogne, les chances de le vaincre seraient de 1 sur 1 million. Il ne faut pas se mettre en travers de la route de Jura et il faudra descendre ses alliés, donc Matsuri, Ryu et consorts, en employant le moins de force possible. Si jamais Jura se présente, cela pourrait arriver, fuyez immédiatement, dit-il. Le petit Philibert s'en va à saut de grenouille et lui souhaite bonne chance. Et le clone de Jiraiya parlera un petit peu plus avec le cœur. Il remerciera Shikamaru d'avoir aidé Boruto à s'échapper. Shikamaru est allé à l'encontre des règles, alors qu'il n'y avait aucune garantie concernant ce qu'a pu dire Boruto à Shikamaru. Il aurait très bien pu être le traître conformément à l'image que les pouvoirs de Hada renvoient. Mais Shikamaru a suivi son cœur, ainsi que ce qu'il considérait comme étant juste. Ayant pris acte de cela, Kashinkoji ne décidera en rien de la destinée de Shikamaru pour le bien du futur. Continue de suivre ton cœur, lui dit-il. Quelque peu choqué de cette rencontre et de cette discussion, Shikamaru sortira une cigarette à la Asuma Sensei. Il n'a pas tout compris, mais est obligé de faire confiance à tous ces développements absolument impromptus. Hada sera resté immobile mais aura très bien écouté et se remémorera cette phrase de Kashinkoji, « Suis ton cœur ». C'est quelque chose qui résonne en elle, tandis que nous voyons Sumire qui est extrêmement triste, qui a des remords vis-à-vis de ce qui vient de se produire. Pas le temps pour les peines de cœur, la Team 7, Konohamaru, Mitsuki, Sarada, conformément aux indications de Kashinkoji, a été formée. Elle est en présence au pays du vent, relativement proche de Suna. Sarada a un petit peu la tête en l'air, mais sera recadrée par Konohamaru, qui fera la rencontre de Yodo en mode défilé Victoria's Secret, accompagné de Araya, couvert jusqu'aux yeux. Mitsuki se demandera où est-ce que Shikamaru a bien pu obtenir ces informations. La réponse de Konohamaru sera assez bateau et puis bon, on est engagé dans cette affaire, on y va jusqu'au bout. Yodo remarquera que l'attitude et le code vestimentaire de Sarada a changé et lui demandera si elle est intéressée par un mec, chose à laquelle Sarada répondra que non, ce n'est pas le cas, mais Yodo semble s'être fait sa propre conclusion et dira que de toute façon elle s'en fout un petit peu. C'est alors que Konohamaru, focalisé sur sa mission, repérera l'ennemi. Malheureusement, c'est le pire des futurs dans ce contexte-là qui se produit. Kashinkoji avait dit qu'il pourrait y avoir Matsuri ou Ryu, voire même les deux. C'est ce dernier cas qui s'est produit. Le duo de Shinju est présent et a déboîté notre petit Philibert. La grenouille a passé l'arme à gauche. Konohamaru est dégoûté de tomber sur les deux ennemis à la fois. Il va falloir composer avec, tandis que ces derniers se focalisent sur la grenouille et indiquent que c'est un gros indice qui pourra les connecter à Boruto. Actant la fin de ce chapitre et la phrase de preview pour le prochain nous dit que Konoha et Suna font face ensemble à deux Shinju qui possèdent des pouvoirs insondables qui ne connaissent pas de limite. Si vous pouvez lâcher le maximum de pouces bleus possible, faut vraiment qu'on puisse propulser cette vidéo avec un ninjutsu spatio-temporel là dans l'algorithme de YouTube. Je me suis démené pour que vous l'ayez de manière la plus complète et surtout le plus tôt possible. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, activez la cloche, beaucoup de contenu arrive. Merci vraiment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.